Bonjour Nathan. Bonjour Maximilien. Alors, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que j'ai ton consentement pour pouvoir enregistrer et diffuser la vidéo? Tout à fait, Ouais. consenti. J'espère juste qu'aucun détracteur ne sortira du contexte certains propos. Oui, bah, Mais il voilà, y aura la vidéo en entier sans montage, donc comme ça, il y aura qu'à ce sera remettre la nickel. vidéo pour avoir le contexte. Tout à Bon, fait. donc je vais Merci te à toi laisser de te me présenter. recevoir. Écoute, tu es le premier étudiant bientôt diplômé qui a proposé de pouvoir participer, donc il n'y a pas de problème. Donc pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, nous dire ton parcours? On a déjà quelques sujets qu'on pourra aborder, donc je vais te laisser nous dire un peu d'où tu sors, où tu vas, quels sont tes projets, puis tu nous raconteras comment ça s'est passé un peu tout ton parcours pour l'instant. Pas de souci. Alors, moi, de base, je viens d'une filière scientifique et il se trouve que le métier de psychologue, c'est une réflexion que j'ai eue quand j'étais en cinquième déjà. Je Ouais, sais pas pourquoi, moi, j'en ai pas vu personnellement, j'en ai vu quand j'étais tout petit des psys, mais mon frère en avait vu un, j'ai un frère jumeau. Et j'avais bien aimé son action. Et en cinquième, j'avais déjà eu cette idée-là. Il se trouve que, pour le coup, et je pense que c'est un problème qui est encore d'actualité, que l'image sociale des psychologues à l'époque n'était pas toujours, est pas toujours bien vue. Et on me disait, si tu fais psy, tu vas galérer, tu n'auras pas de boulot, ça va être très compliqué, etc. etc. Donc, le projet était dans un coin de ma tête et je n'avais pas non plus trop réfléchi à d'autres choses. J'avais imaginé d'autres pistes, mais je voulais rester dans le côté de la santé ou du paramédical ou du médical, je ne sais pas encore à quoi on peut dire que ça appartient et à qu'est-ce que je voulais. Et il se trouve qu'en troisième, alors que je n'étais pas déjà un grand lecteur et à l'école, moi, je n'étais pas quelqu'un de spécialement bon, j'étais très fluctuant, je pouvais être soit très bon, soit très mauvais. J'ai lu mes premiers livres et c'était des livres sur la programmation neurolinguistique. Donc, j'ai découvert assez tôt cette discipline et j'aimais beaucoup le côté dans les lectures en fait où on ne cherchait pas à théoriser, c'était de la modélisation, on pouvait tester avec les gens certaines applications. Et donc, du coup, j'ai découvert ça assez tôt. Et il se trouve qu'après, dans mon parcours professionnel, je me suis dit, si je veux faire un métier, étant donné que je n'étais pas très fort à l'école, je veux faire un métier où je pourrais faire de la programmation neurolinguistique, où je pourrais développer une compétence de ce type-là. Et donc, j'avais réfléchi à dans l'école dans laquelle j'étais, peut-être certains connaissent, Blanche de Castille, on nous pousse beaucoup à construire un projet professionnel au cours de nos études. Et donc, du coup, on a plein de forums des métiers, des intervenants qui viennent nous aider dans notre orientation, notre sélection de choix de métier. Et il se trouve que je m'étais orienté soit pour être psychomotricien, soit plutôt psychomotricien parce qu'on m'avait dit ce serait peut-être mieux que psychologue. Et il se trouve qu'en terminale, j'ai rencontré un hypnothérapeute et quand j'ai vu comment il avait procédé, ce qu'il avait fait, j'ai dit, OK, moi, je veux faire de l'hypnothérapie, c'est ce qui m'intéresse. En plus, il y avait tout le côté, en discutant avec lui, que la PNL était née finalement des différentes théories de l'hypnose à l'époque à l'époque de Milton Erickson, où ils ont théorisé ça, etc., théorisé toute l'action, tout ce type d'action. Et donc, je voulais faire de l'hypnose et il se trouve que j'ai commencé déjà à pratiquer un peu de mon côté, à me documenter, à lire énormément sur le sujet, à tester aussi avec des gens. Donc, j'ai un peu plus testé, moi, du côté de l'hypnose de spectacle au début, parce que je n'étais pas non plus dans le côté thérapeutique et j'avais pas du tout les compétences pour. Et je me suis dit, si je veux bien pratiquer l'hypnose, quel est le chemin universitaire ou pendant mes études qui va me plus le permettre d'avoir les compétences et le background pour justement comprendre comment ça fonctionne. Alors même quand on lit plein de bouquins sur l'hypnose, les théories sont extrêmement variées, les façons de la conceptualiser, de la penser sont très différentes. Et ouais. donc du coup, qu'est-ce qui va me permettre d'avoir un pouvoir assez global, enfin une action assez globale et une compréhension assez globale du mécanisme. Et donc, du coup, je me suis dit, bah là, c'est sûr, il faut que je reprenne, j'aille vers la psychologie. Je pense que c'est ce qui va m'apporter le plus. Et donc, du coup, là, toute une réflexion s'articule. Je vais au forum des métiers dans les les salons de l'étudiant. Je vais aux portes ouvertes et je découvre soit le modèle universitaire et j'apprends qu'il y a Psychoprate qui existe. Donc, actuellement, je suis à Psychoprate. Et Ouais. deux façons de En cinquième année à la rentrée, en master 2, c'est ça? Ouais, voilà, et j'intègre en master 2 l'année prochaine, Psychoprate, donc dans le master ressources humaines et psychologie du travail. D'accord, donc tu vas nous raconter comment tu as pu choisir entre Voilà, l'université Psychoprate. tout à fait. Alors, dans un premier temps,
j'étais allé aux portes ouvertes de Psychoprate. On m'avait expliqué que c'était un concours, qu'il y avait beaucoup d'étudiants. Et ce que j'avais beaucoup aimé dès le début, c'est qu'on m'a dit, tu vas un peu voir tous les référentiels qui existent. Et il se trouve que dans les études, on a fait de la psychologie positive, de l'UMA, de la psycha, des TCC, de la grapho même. On a vraiment vu tout un panel de disciplines et ça, je trouve qu'il est assez intéressant dans notre cursus universitaire. Là où quand j'allais aux portes ouvertes des différentes universités, les étudiants ou les professeurs nous disaient, bah, déjà, parfois, ils ne considéraient pas qu'il y avait d'autres référentiels. Par exemple, je me rappelle à Descartes, on m'avait dit, alors tu vois, c'est la psychanalyse. Et en gros, il y a deux courants qui s'affrontent, les lacaniens, les freudiens. Et nous, on est très freudiens à Descartes. Ce qui est très relatif finalement à la Oui, personne qui t'a voilà. parlé, parce qu'à Descartes, Tout à fait. il y a beaucoup de psychanalyse, mais un peu comme partout. Et puis, il y a surtout des options en systémie, il y a des parcours plus TCC. Donc, c'est bien malheureux. Et c'est souvent comme ça, c'est que quelqu'un pense te transmettre une vérité sur son institution, alors que finalement, il te parle de comment lui, il l'a vu, quoi. Et tout Parce à qu'il y a fait. bien autre chose que la psychanalyse à Descartes. Bon, c'est comme ça. Et voilà. Et il se trouve que globalement, bah, j'étais allé à Nanterre aussi, dans les facs de secteur. Après, j'étais surtout Pareil, sur les brochures Nanterre, c'est Internet, pareil, etc. il y a un peu de tout. Voilà. Et il se trouve que voilà, à chaque fois, on me présentait un peu les choses de cette façon-là, qui me dérangeait un peu, surtout à l'heure où moi j'avais lu pas mal sur la PNL, où finalement, la PNL, on essayait de se détacher de la théorie pour être dans de la modélisation et se dire que finalement, la théorie, c'est un cadre qui vient soutenir, enfin, ça vient soutenir la façon d'accompagner le patient, nous aider, le patient, le client d'ailleurs, et c'est vraiment plus pour aussi dans un référentiel La on peut théorie sert quand même aussi à savoir vers où on part, et voilà. quand est-ce qu'on sort du champ ou pas. Ça peut permettre d'avoir un questionnement également un peu éthique. Maintenant, c'est vrai que c'est dommage de te présenter ça comme ça, parce que à travers les interviews, ce qu'on se dit au fur et à mesure du temps, c'est que, et en tout cas, moi, c'est ma position, mais j'ai l'impression de l'entendre souvent auprès des interviewés, c'est que la psychologie est multiple, il y a plusieurs histoires, il y a plusieurs courants, plusieurs façons d'appréhender un sujet ou un groupe, et que je trouve ça dommage d'emblée de te dire que tu vas adhérer à une seule vision des choses, alors que finalement, il y en a plusieurs, quoi. Exactement. Et c'est ce qui me dérangeait dans cette façon de présenter les choses. Donc, il se trouve que j'ai fait les parcours APB, etc., que j'ai passé le concours de psychoprate une fois et Ouais. que je l'ai raté la première année, que j'ai raté ce concours-là. Et donc, du coup, et après, il se trouve que j'ai eu aucune fac. Et donc, du coup, je devais trouver une filière. Et mon père m'avait indiqué qu'il existait à l'époque, enfin maintenant ça existe toujours, mais c'est plus la même, elle n'est plus organisée de la même façon, une prépa psychoprate, qui n'est pas vraiment une prépa. Alors, je t'explique rapidement comment ça s'organisait. C'était le mercredi matin, on avait quelques cours de psychologie Ouais. pour créer son parcours professionnel. Et après, il fallait obligatoirement qu'on fasse une licence de philosophie couplée à ça. Et c'était à la Cato de Paris. Donc, j'entame ce cursus-là. Et au final aussi, dans le concours de psychoprate, quand on ne réussit pas, on peut appeler pour savoir qu'est-ce qui a fait qu'on ne réussissait pas très bien, qu'on n'a pas bien réussi. Il se trouve qu'à l'oral, moi, j'avais été validé, mais c'est sur le côté écrit. Et comme je suis un peu dysorthographique, bah, je pense que ça n'a pas, ça va pas joué en ma faveur sur ça et que j'étais un peu en dessous. Et donc, du coup, que je pourrais retenter l'année prochaine et qu'il n'y aurait pas de souci. Mais voilà, que je travaille un peu plus ce côté Tu de as l'esprit de la insisté pour y aller, quoi, finalement, en te disant, Et il faut que voilà. je fasse quand même la prépa. Tu t'es pas dit, j'irai à l'université l'année prochaine. Bah, il se trouve que j'en avais pas eu d'université aussi. C'est ça Oui, le tu côté aurais le pu plus. viser ça l'année d'après, je veux dire. Oui. Bah, l'année d'après, du coup, j'ai refait le cursus. En philosophie, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est de découvrir les textes d'une autre façon, parce qu'on a pu lire du Freud, on a pu lire aussi plein la philosophie platonicienne, la philosophie kantienne aussi, qui est très intéressante si on a un regard un peu plus TCC, justement. Et je trouve que cette base aussi un peu philosophique est intéressante, alors que moi, je viens d'une filière très scientifique de base, pour comprendre les phénomènes, comprendre comment les théories s'articulent, comment est-ce que ça fonctionne et finalement, comment est-ce qu'on peut, quand on sera avec une personne, comment faire pour ne pas être dans une projection de son référentiel sur elle ou ne pas déconstruire une croyance profonde qui finalement chez elle est peut-être aidante, enfin je ne sais pas. Mais je sais qu'on avait toute une réflexion comme ça avec d'autres C'est gens une qui faisaient la prépa. prépa, c'est une prépa officielle ou parce qu'il m'avait semblé entendre parler de ce truc-là, mais je sais pas si. Alors,
À l'époque, cette prépa-là, comme la psychoprate, ça appartient à la Cato, ce n'était pas vraiment une prépa officielle dans le grand sens du terme. C'est un parcours officieux pour pouvoir retourner et se représenter. Sachant que des professeurs de psychoprate quand même venaient nous faire des cours pour nous faire découvrir un peu la psychopatho, ce genre de D'accord. choses. Il y avait quand même un partenariat entre les deux parce que ça appartient à la Cato. Mais il se trouve que l'année où moi j'ai arrêté, enfin, je suis passé où après j'ai fait le concours et je suis rentré à psychoprate, le partenariat avec la Cato s'est terminé et l'année d'après, psychoprate a ouvert sa propre prépa en interne, D'accord. Ok. qui peut être contestable dans la mesure où finalement ça reste une prépa, elle est quand même assez onéreuse. Et Psychoprate est une école qui est quand même pas donnée. Oui, et puis Et ils obligent personne et ils font ce qu'ils veulent puisque c'est pas l'université. exactement. Et ils donnent des cours apparemment. Enfin, moi, j'ai pas trop Parce de que c'est un regard dessus. critère de sélection et en même temps, on dit toujours qu'on forme beaucoup trop de psy et parfois on dit à un peu tout le monde à l'université. Donc d'une certaine manière, c'est quand même une façon de répondre concrètement à cette question-là, quoi. Mais tout à fait. Et donc après, il y a plein de modalités sur cette prépa. Je t'avoue, je la connais pas trop, donc je vais pas trop m'avancer dessus Ouais, avoir un regard trop critique. Mais du coup, après, je suis rentré à Psychoprate. Donc moi, je suis rentré à Psychoprate Lyon parce que sur le concours, on peut mettre Paris, Lyon ou Paris ou Lyon. Et j'ai fait mon cursus à Lyon jusqu'à l'année dernière, où cette année, je suis retourné à Paris justement pour la filière ressources humaines et psychologie du travail. si je me trompe pas, les 4 premières années, c'est un tronc commun à psychoprate et après on se C'est là où spécialise en clinique ou en travail. Et une fois la 5e année passée, on peut la repasser avec l'autre spécialisation au cas où. C'est Alors, ça? c'est là où ça a changé. C'est que D'accord. depuis la réforme des masters l'an dernier, la spécialisation se fait dès la 4e année maintenant. D'accord. C'est 3 ans en gros, c'est 3 ans de vrai tronc commun, une D'accord. 4e année où il y a on va dire un tronc commun, mais des spécificités propres à différents cours. C'est-à-dire, par exemple, on a découvert, nous, dans notre filière ressources humaines, des cours de stratégie marketing, d'initiation à l'analyse stratégique, de gestion, médiation des conflits, ce genre de choses. Des cours que les cliniques n'avaient pas forcément ou avaient d'autres types de cours. Je ne saurais pas te dire lesquels, mais là, par exemple, Alliance thérapeutique, on n'a pas eu et des cours comme l'interprétation du Rorschach, par exemple. Ou par exemple, là, finalement, moi, dans mon cursus en 3e année, on avait fait sur un semestre toute la cotation du Rorschach, là où je n'ai pas pu faire l'interprétation, justement à cause de cette réforme et parce qu'il fallait changer Donc finalement, tu n'auras pas de patient, tu vas travailler dans le champ du travail, quoi. Alors, c'est le projet. Après, j'aimerais quand même bien faire un peu faire de la clinique, avoir des patients dans ma pratique. Mais il se trouve qu'avec les professeurs, dans la réflexion de mon parcours, il y avait deux grandes écoles. Il y avait ceux qui me disaient reste dans la clinique et puis tu te réorienteras vers le travail après. Parce que comme ça, tu pourras jouer sur la plus-value que tu es, entre guillemets, un clinicien un peu plus technique. Et il y avait ceux qui me disaient non, et une première expérience du travail pour comprendre comment fonctionne le cadre organisationnel, comment est-ce que ça se régit, comment est-ce que ça se modélise. Les Et deux vont puis, ensemble. tu retourneras après dans tes formations, avec des stages ou autres dans Pourquoi la tu as clinique. choisi le travail alors finalement? Que tu parles Alors, beaucoup de juste, PNL, d'hypnose, de tout ça. Alors, je me suis dit que tu allais aller vers la clinique naturellement. parce qu'en fait, au cours de mon parcours, je me suis aussi formé au management de la complexité. Mhm. Alors, quand j'étais en philo, et là, actuellement, c'était dans le stage que j'avais récemment avec le modèle de Monsieur Ifra, qui s'appelle le modèle de Zell. Et j'aimais bien le champ organisationnel. Et il se trouve que dans les différents stages que j'ai pu faire, ce qui à chaque fois que j'aimais bien observer, c'était vraiment comment l'organisation interagissait, comment le contexte interagissait avec les différents membres du groupe et comment est-ce que ça se mettait en place. Et je sais que moi, en voulant faire de l'hypnose, en fait, quand j'ai construit mon parcours, j'aimerais bien amener l'hypnose en dehors que dans les hôpitaux ou dans la clinique, mais vers le champ de l'entreprise. Qu'est-ce que tu Là veux où faire finalement, concrètement avec ça, là, entre hypnose et entreprise alors? alors, c'est un peu la réflexion que j'ai sur mon sujet de mémoire, c'est que j'aimerais bien utiliser l'hypnose au service du management de la complexité dans l'aide à la prise de décision des managers. C'est-à-dire comment est-ce que l'hypnose peut aider des managers en situation complexe à décider autrement, décider plus efficacement et avec tout le contexte, tout le processus que l'hypnose peut créer, notamment aussi au niveau des lectures que j'ai pu avoir sur les biais cognitifs, sur la neuro, un peu sur la neuro, un peu sur les ondes
les ondes cérébrales. Il y a des choses qui sont assez similaires et peut-être, je me dis, est-ce que si on n'amène pas l'hypnose en entreprise pour aider les managers, est-ce qu'on ne pourrait pas créer des décisions peut-être plus efficaces, des choses qui pourraient être intéressantes. Après, c'est un sujet de réflexion, mais je sais que j'aimerais bien amener l'hypnose en dehors de que le champ finalement de la clinique. Il va y Et avoir des gros questionnements cliniques hein, quand même et éthiques. Mais bon, en même temps, je me dis c'est une question et puis ça vient peut-être essayer de répondre à ta question d'être entre le travail ou la clinique, quoi. bah, tout à fait. Mais là aussi où finalement, c'est une réflexion que tu avais dans l'interview avec Gilles, c'est est-ce que en tant que psychologue, finalement, on n'est pas avant tout psychologue et est-ce que parler de travail ou de clinique, finalement, c'était pas parler finalement de la Oui, même chose, on a la même action et si finalement. tu as écouté l'interview, donc tu sauras aussi qu'à un moment donné, bon, c'est pas parole d'évangile ce qu'on a eu comme échange, mais est-ce qu'on va faire de la pleine conscience, de la relaxation ou de l'hypnose ou ce genre d'éléments qui sont liés à une personne dans un champ qu'est le travail où finalement on vient parler un peu aussi de son intimité. On est dans un champ qui est un peu compliqué parce que ça pourrait Tout à ressembler fait. à de la thérapie déguisée d'une certaine manière et surtout ça vient répondre à quoi? C'est-à-dire que je ne sais pas si l'hypnose va pouvoir répondre à des questions qui sont liées à la désorganisation d'une institution, à un management qui a une fonction, même s'il est parfois peut-être mauvais ou désadapté. Mais bon, les questions restent ouvertes hein, et puis tu verras un peu comment ça évolue. Mais alors Oui, bah, tout à finalement, fait. vous avez eu des stages, ça se passe comment? Alors apparemment, on vous affecte un stage ou vous avez une liste à Alors, l'EPP. il y a plusieurs façons. Il faut savoir qu'après, on est en stage dès la troisième année avec un minimum de 400 heures, que la formation s'organise, ça, ça a déjà été dit, mais c'est quand même assez pratique. On a beaucoup de mise en situation, beaucoup de dossiers, beaucoup d'analyses. Donc, on a pas mal de théorie aussi, hein. Et au niveau des stages, il y a soit on peut trouver par soi-même un stage, donc en Ouais. contactant différentes personnes, soit l'école, donc à Paris, ils ont une liste où ils choisissent, ils sélectionnent, et à Lyon, on a un rendez-vous avec le référent des stages de l'école, on lui dit un peu ce qu'on aimerait faire et il essaie de nous trouver un stage en corrélation avec nos attentes, ce qui n'est pas toujours évident et pas toujours Et le donc, cas. vous pouvez ne jamais chercher, mais simplement formuler des demandes au bureau des stages, quoi. Tout à fait, mais mieux vaut quand même chercher parce que il y a beaucoup de contacts qui sont des contacts qui sont entre guillemets morts, qui répondent pas, qui nous D'accord. donnent et qui sont plus actifs. Et généralement, ceux qui cherchent pas à côté, ils galèrent un peu Il pour galère être en un stage. peu. Bon, par Oui, rapport à c'est un peu l'université compliqué. où de toute façon, on va galérer même quand on cherche beaucoup. D'accord. OK. La Et donc, formation, elle a rempli un peu tu l'as pas fini, mais est-ce qu'elle a rempli un peu toutes tes attentes? bah, en fait, il y a un peu une double réflexion qui est autour de cette formation parce que finalement, moi, j'ai adoré le fait de pouvoir découvrir différents référentiels, Ouais. différentes approches, différentes façons de penser la relation avec un individu, la relation de groupe, etc. Mais d'un autre côté, comme on n'est souvent pas vraiment dans l'approfondissement aussi de ces référentiels, quand on fait de la systémie, on reste dans un truc assez global. Tu vois, on parle des cybernétiques, on parle du contexte, etc. Mais on ne va pas non plus dans du très technique. Finalement, il y a ce côté aussi où je me dis, il me manque un truc où j'aurais bien aimé approfondir. Et je pense que ça, ce sera le travail Parce que la c'est formation. compliqué si on veut ratisser large et te donner une image de plusieurs choses. Si on veut Oui, vraiment approfondir la systémie, ça va bouffer quelques années au détriment de tout tout le à reste, quoi. Donc, tout à fait. hmm. Donc, du coup, ça répond dans les attentes finalement où on sème un peu des graines partout, quoi, sur les différents champs qui existent, même en humaniste existentiel, ce genre de choses, qui sont des choses qui ne sont pas toujours très connues en France finalement. Ouais. Et Il y a après, des approfondissements que propose le PP de mémoire. Il y a une espèce de formation qu'on peut suivre par la suite. De oui, mémoire, il y avait le Rorschach, il y avait tous ces bah, trucs. ça, c'est des formations qui sont obligatoires. C'est-à-dire, on apprend forcément à faire passer un whisk, on apprend à faire passer le TAT, le patte noir, Et Rorschach aussi. il me semblait qu'il y avait des formations complémentaires après, quand on était diplômé, mais peut-être que Alors, j'avais il pas. y a ces possibilités-là, c'est vrai. Il y a des formations qui existent même en coaching sur différentes thématiques ou sur de l'approfondissement, par exemple, je sais pas, sur la sexologie ou la criminologie, ce genre de choses. C'est qu'il y a des formations de ce type-là. Et là, il y a une nouveauté qui est en train de se monter. C'est la possibilité de faire une sixième année
Ah, pour soit du coup si on n'a pas fait une filière, pourquoi pas refaire l'autre pour avoir plus de connaissances et pour pouvoir aussi valider pour ceux qui font entreprise. Par exemple, s'ils veulent avoir le titre de psychothérapeute, il faut qu'à un moment dans leur cursus, ils aient fait 500 heures de stage clinique. Maintenant, c'est d'une fois, là où avant, c'était un peu plus. Ça pouvait être 200 par-ci, 200 par-là, la etc. 6e année, elle servira à ça, quoi, pour Oui, certains. ça servirait aussi à ça pour les personnes, peut-être dans mon cas, qui Tu vas voudraient la bien faire, aussi la avoir. 6e année, toi, alors, ou pas? Moi, je pense pas personnellement parce que je suis en relation là, avec des entreprises pour faire une thèse en contrat cifre. J'aimerais bien aller vers un doctorat après. Donc, D'accord. pas sûr que j'ai le temps et la possibilité de faire une 6e année directement après. Mais D'accord. après, c'est des réflexions. Pour l'instant, c'est que des questions. J'essaie de voir comment ça pourrait s'organiser, ça pourrait se Hmm, faire. d'accord. Et du coup, voilà à peu près au niveau de mon parcours, de comment ça s'organise. Et après, oui, c'est surtout qui est intéressant en psychoprate, c'est ce côté où on a vraiment pas mal de stages et ça nous donne quand même une bonne assise par la suite. Moi, tu vois, par exemple, j'ai déjà fait 3 stages différents sur troisième, quatrième année. J'ai fait un premier stage dans un accueil de jour pour adultes handicapés mentaux, donc extrêmement intéressant. Après, le seul petit souci, c'est qu'il n'y avait pas de psy avec moi sur ce stage, donc j'ai pas eu, il n'y a que la supervision qui me permettait vraiment d'échanger sur ce que je constatais, ce que je voyais, etc. Et la Ouais. psychiatre n'a jamais voulu me voir dans cette structure. J'ai toujours demandé si je pouvais la rencontrer, échanger avec elle pour parler des résidents, mais jamais pu. C'était un stage où finalement j'étais un peu plus tout seul, mais c'était C'est intéressant quand même frustrant, d'être. finalement, quand même. Pardon? C'est assez frustrant, mais bon, Ah finalement, oui, quand tout tu à fait. retournes en cours, tu rapportes des éléments, mais tu restes tout seul au milieu de cet endroit, quoi. Ouais, mais après, c'était une structure qui était quand même dans un contexte assez compliqué, c'est-à-dire que ma maître de stage, logiquement, elle est partie en cours de route. La DRH venait de partir. Quand j'étais là, il y avait une personne, ça faisait 2 ans, elle était en arrêt maladie. Tout le monde part, quoi. Euh, le directeur qui annonçait, après, j'étais là depuis un mois, même pas, qui annonçait qu'il allait arrêter à la fin de l'année. Tout le monde s'en va, quoi. Il n'y avait plus que la psychiatre et toi, quoi. Et elle voulait pas te voir, en plus. Bon. Et les éducs qui étaient sur place aussi. Donc, il y avait pas beaucoup. Ouais, c'était une structure assez en mouvement. C'était intéressant à observer, mais après, c'était particulier. Ouais. Après, du coup, j'ai eu un deuxième stage donc, que j'ai commencé de manière officieuse en août, mais que j'ai validé en termes d'heures un peu moins auprès de l'école parce que normalement, il faut quand même une convention, ce genre de choses, toutes les dimensions, la dimension légale. Sur de la formation, du coup, en management de la complexité, c'était de la création de formation pour du tout public et pour des professionnels, sachant que je me formais en même temps. Donc, c'était assez intéressant d'être dans ce côté-là. Et là, je suis actuellement, depuis février, dans un service ressources humaines, donc sur du développement ressources humaines, mais vraiment axé qualité de vie au travail, notamment avec un baromètre social que j'analyse régulièrement pour Hmm. voir dans quelles équipes est-ce qu'il faudrait peut-être un petit plan d'action, mettre en place différentes politiques, notamment liées au handicap, etc. Et par exemple, tu vois, là, sur l'hypnose, ce qui a été intéressant, c'est que j'ai proposé de faire des petits audios d'hypnose, de relaxation, ou de travailler sur des petites thématiques avec des trans très légères, hein, sur pourquoi pas développer un peu sa confiance en soi, sa créativité, ce genre de choses. J'ai mis en place des petits enregistrements audio de ce type-là et je sais que ça a été très bien reçu par l'ensemble de l'entreprise Hmm. et que ça a bien plu aussi d'essayer de faire l'expérience de ces petites choses-là. Et je pense que tu vois, par exemple, l'hypnose sur ce genre de choses, sans d'aller dans forcément des trans profondes avec des effets qui sont très finalement, il faut aller voir un thérapeute ou un psychologue qui fait de l'hypnose ou ce genre de choses. Savoir aussi quelles sont ses limites et se dire, bah là, moi, vraiment, j'agis un peu plus sur ça parce que je pense qu'en plus, avec le climat Covid-19, il y avait peut-être ce besoin aussi d'essayer d'apprendre à se retrouver en soi, on va dire, et de découvrir ses états et sur les mises en place également de tout ce qui est politique handicap, tout ce qui est comment repenser l'intégration des collaborateurs. Et j'ai mis aussi en place toute une recherche, donc ça c'est à mon initiative, sur la pertinence d'utiliser les inventaires de personnalité pour le recrutement, mais aussi pour l'accompagnement des salariés ou pour leur onboarding aussi, donc leur intégration Et tu sur utilises ça, ça. alors? Pardon? Tu utilises ces inventaires de personnalité?
Alors, moi, actuellement, je les utilise pas. C'était juste une recherche. Mais après, à Psychoprate, ce qui est quand même aussi bien, c'est qu'on est formé à utiliser, par exemple, le SOSI, donc pas le PFPI, le Golden, ce genre de choses. Et ils nous forment en cinquième année, justement. Là où, finalement, aussi, là, dans les modalités de cours, étant donné que maintenant, la spécialisation se fait en quatrième année, les futurs quatrième années seront formés dès leur rentrée à utiliser ces tests. D'accord. Ok. Mais j'aimerais bien, je trouve que ces tests sont assez intéressants et la façon dont ils sont pensés, elle peut être tout à fait pertinente pour différentes thématiques, même du coaching, ce genre de choses finalement. J'essaye Pourquoi de me pas? projeter sur ce que tu feras plus tard. C'est à la fois clair et un peu éparpillé, mais c'est Ah, ben, je pas suis encore. intéressé par énormément de choses, ça le problème, et ça a toujours été mon souci, c'est de savoir aussi. Je trouve qu'en psychologie, justement, c'est là où c'est une discipline qui est intéressante, c'est qu'il y a vraiment pas mal Le seul de risque, champs d'action c'est possibles. d'être amené à renforcer des trucs dans un environnement parce que ça nous parle, mais que ça ne sera peut-être pas prolifique pour l'environnement. Tout à fait. Les actions qu'on a peuvent avoir des fonctions qu'on comprend après coup et qui ne sont pas forcément les plus adaptées. Mais bon, tu verras. Et puis, il te reste encore du temps et puis il faudra de la pratique, tester des choses et puis tu Ah, verras. bien sûr. Se former aussi, continuer à Ouais. lire, continuer à échanger justement avec des futurs collègues. Comment tu vois la profession de psychologue, toi? Qu'est-ce que tu en penses en 2020? Mais je trouve déjà que de base, la psychologie souffre un peu de sa dimension sociale, c'est-à-dire dans l'inconscient, on va dire, social, collectif. Les psychologues sont souvent pas forcément toujours bien vus, j'ai l'impression, en tout cas, c'est même ce ressenti. On peut le voir même rien que dans les différentes séries, hein. Tu regardes les psy... Là, je peux te faire l'inventaire Netflix, par exemple. La dernière, You, le psychologue, il prend un patient, il est avec son pétard en train de fumer et puis il se fait accuser de meurtre. Hannibal Lecter, le psychologue qui mange ses patients. Je pense qu'il y a pas mal de... Ça souffre un peu aussi de cette dimension sociale. Mhm. Et je pense que là, ce serait à... Et aussi, il y a toute cette confusion, justement, et ça, on en peut vous en parler régulièrement dans les interviews, mais on ne sait pas c'est quoi la différence entre... Enfin, nous, on le sait, mais finalement, les gens ne font pas forcément la différence entre le psychiatre, le psychologue, le psychanalyste, le psychothérapeute, le thérapeute même lui-même, l'hypnothérapeute, le gars qui fait que... Le sophrologue, parfois même, parfois ils disent, ou le coach, parfois. Comment Finalement, t'expliques les ça, gens, toi, finalement? Parce que les différences, elles sont trop compliquées, elles sont juste bonnes pour nous et finalement, elles sont pas si valables. Comment tu expliques ça, en fait? alors moi, j'expliquerais ça déjà dans un côté très lié à l'éducation, en fait. Comment est-ce qu'on on forme les personnes? Comment est-ce qu'on éduque aussi dès le collège, lycée, les personnes, finalement? Je pense qu'il y a tout un champ à penser là-dessus. Mais j'imagine aussi que les psychologues laissent trop, finalement, les outils qu'ils utilisent être utilisés par n'importe qui. Là où finalement, j'en parlais encore hier avec des médecins, là où finalement, par exemple, on sait qu'un psychiatre, globalement, il a un champ d'action, c'est sur la thérapeutique médicamenteuse, il est très technicien dessus. Même nous, les psychiatres qui nous faisaient cours, nous disaient, nous, vraiment, enfin, en pharmaco, on est quand même, c'est moi, enfin, nous, on avait une prof qui était très spécialisée dans la pharmaco. Ne cherchez pas, allez-vous dans ce champ-là. Finalement, c'est notre domaine d'expertise, on sait comment ça fonctionne. Et finalement, De la laisser aussi... médecine. C'est surtout de la médecine. Donc là, Voilà, au c'est de la moins, médecine, tout à on fait. est sur un élément concret en plus, qu'est la prescription ou la Et, biochimie. et il se trouve que finalement, alors je ne sais pas si c'était une bonne idée ou si c'était une mauvaise idée, mais aussi laisser peut-être une dimension du coup de la dimension thérapeutique et d'accompagnement qui est normalement censée être, je pense, l'expertise et d'évaluation des psychologues, elle n'est pas très bien définie, elle est assez floue. Et finalement, par exemple, des psychiatres font de la thérapie. Et donc, du coup, comme les psychiatres font aussi de la thérapie, mais les psychologues aussi et les coachs font de la thérapie déguisée en prétendant du coaching, finalement, on laisse tout le monde faire un peu. Je ne sais pas si tous les coachs font de la thérapie déguisée, mais en tout cas, on est sur un Oui, champ qui est plus flou, on va dire, quoi. voilà, tout à fait. Je dis ça un peu en exagérant parce que finalement, par exemple, sur ce qu'on appelle les thérapies relationnelles avec l'analyse transactionnelle, tu as beaucoup de coachs qui forment à l'analyse transactionnelle et qui après font que ça, justement, soit en entreprise, alors que normalement, le but de l'analyse transactionnelle n'est pas censé agir forcément en entreprise. Quand on lit un peu Eric Berne, on arrive à comprendre que même lui a indiqué ses limites, les limites de l'analyse transactionnelle. Et les gens, enfin,
je trouve qu'il y a toute une confusion avec les outils qui sont utilisés par les psychologues. Et les psychologues aussi, je pense, laissent trop, en ne disant pas, ben non, là, c'est notre champ d'expertise, c'est à nous de faire ça, se laissent, entre guillemets, envahir par d'autres professions qui utilisent leurs outils, pas forcément de la même façon. C'est surtout que nous, par rapport aux psychiatres, il y a quelque chose d'important aussi, c'est qu'on est… la psychologie est quand même un domaine qui va concerner tout le monde. À partir du moment où on est médecin, on est en relation avec un psychisme aussi. On a des effets sur cet élément-là. Et donc, le médecin n'est pas hors des clous, mais il a également aussi une approche sur le corps. Pour notre part, on a la même chose que lui, entre guillemets, sauf qu'on ne va pas s'arrêter sur le corps et sur ces données-là. Donc, on est quand même sur un domaine, on est quand même plutôt sur une application qui vient concerner tout le monde. Il y a des effets psychologiques à des actions qui sont physiques. Donc, on pourrait même dire que l'ostéo peut avoir un effet thérapeutique, psychothérapeutique, même si ça n'est pas son objet de travail, même s'il n'est pas formé à ça. Donc, on est dans quelque chose de flou. Et c'est vrai que les délimitations sont peu claires. Et souvent, la question qui est un peu embarrassante, c'est quand est-ce que commence la psychothérapie, quand est-ce qu'elle s'arrête, quoi. C'est sûr. Ça, c'est la grande question. Mais c'est D'autant que aussi la le… loi prévoit que les psychiatres sont aussi psychothérapeutes. Je pense que ce n'est pas forcément un problème, Non, pas du tout. mais ça peut rajouter un effet de confusion. Et puis, on peut se demander après comment on va bosser avec eux, puisqu'on ne voit pas les mêmes choses, on ne fonctionne pas forcément pareil sur le plan théorique à la base, mais on peut être amené à travailler, par exemple, faire de l'hypnose avec un psychiatre et être peu différencié sur cette action-là, quoi. Tout à fait. Mais moi, j'imaginerais plus aussi le fait que, en tant que psychologue, en tant que psychiatre, enfin, dans n'importe quelle profession, moi, là, j'ai des parents qui sont kinés et ostéo, c'est aussi savoir en tant que personne, OK, mon champ d'action, ça va être ça, et savoir se dire, OK, s'il y a une autre action qui doit être envisagée, je travaille dans une approche du coup pluridisciplinaire et j'oriente vers quelqu'un qui, je pense, va pouvoir travailler avec moi justement pour construire quelque chose pour l'individu. Là où j'ai l'impression parfois que, en fait, en tant qu'individu parfois et en tant que profession, on a du mal à se dire mon champ d'action s'arrête là et on veut aller chercher ailleurs parce qu'on veut continuer à suivre ses patients, on veut continuer à… Faut-il connaître aussi les autres, hein, c'est-à-dire que Tout à à la fait. fac, on nous apprend pas les bases de l'ostéopathie et de la kiné pour savoir comment fonctionnent les autres déjà. Et on a aussi pas vraiment de cours sur la médecine, parce que je pense que des éléments de base peuvent être intéressants quand on travaille en institution hospitalière, par exemple, qu'on est amené à travailler avec la drépanocytose, la sclérose en plaques, le cancer, etc. On commence à se familiariser avec un champ lexical. On commence à comprendre un peu l'impact que peut avoir sur une personne tel ou tel handicap ou telle maladie. On commence à se représenter. Et je trouve que moi, pour ma part, je travaille avec des ostéos, mais j'ai découvert ça auprès d'eux. Je leur ai demandé de m'expliquer comment ça fonctionnait, comment ils voyaient les choses, quelle était leur représentation du monde. Mais sinon, si on ne l'a pas en formation, je crois que travailler ensemble, comment dire, ça vient pas de soi en fait. Ça doit Oui, être bien une sûr. démarche Mais je pense que c'est personnelle voilà, du professionnel qui bloque. Et je trouve que ça peut être dommage finalement parce qu'on parle beaucoup de travailler ensemble, mais on n'a pas de repères qui nous permettent d'aller vers l'autre. Enfin, on va les chercher si on en a besoin, quoi. c'est pour ça que finalement, il y a ce côté où je pense dans les… Nous, par exemple, à Psychoprate, on avait des cours de médecine. On avait des cours où on apprenait les différentes pathologies, ce genre de choses. Et je trouve que ça, c'est assez porteur parce que c'est aussi se dire, OK, là, bah, moi, en tant que psychologue, je vais pouvoir agir vraiment sur ça. Il va falloir un médecin, enfin un psychiatre qui, lui, va vraiment être sur le côté médicamenteux que moi, je ne connais pas. On va pouvoir essayer, par l'échange, le travail, se dire, être dans de l'éducation thérapeutique. Et nous, on avait des cours beaucoup comme ça. On était au Vinatier et les patients venaient en cours, se présenter, expliquer leur pathologie. Parfois, ils n'étaient pas toujours. Alors, parfois, ils venaient d'être hospitalisés, donc du coup, ils acceptaient de parler d'eux. Et la prof nous disait, OK, là, qu'est-ce qu'on constate, qu'est-ce qu'on voit? On en échangeait entre nous. Et je pense que c'était aussi ce dialogue qui est intéressant. Et on a aussi eu des patients qui, eux, euh, étaient tout à fait, entre guillemets, enfin, je ne vais pas dire stabilisés, mais des patients qui n'étaient plus hospitalisés, qui savaient qu'ils avaient une pathologie, qui venaient nous voir, qui disaient, ben voilà, moi écoutez, je suis bipolaire de type 2, il se trouve que j'ai eu un suivi thérapeutique de tant d'années, mon histoire c'est ça, et grâce aux psychologues, grâce aux médecins, j'ai appris comment utiliser le lithium
pour me calmer quand quand j'ai un accès maniaque, quand j'ai un accès mélancolique. Je sais aussi on m'a appris comment m'hydrater, à quel niveau enfin, qu'est-ce que je dois boire par jour, parce que si je bois plus, le lithium n'a pas la même action que si je bois moins, etc. Et je trouve que quand j'entends ça, je me dis, bah, OK, là, il y a quand même quelque chose de super intéressant qui est que finalement, des professionnels savent quelle est leur action, comment ils vont agir pour une personne et Mhm. n'agissent pas, entre guillemets, dans leur intérêt de savoir est-ce qu'on va pouvoir sauver tout le monde, là où toi, il y a plein de médecins qui ont des problématiques parce qu'ils n'arrivent plus à dire non, ils n'arrivent plus à stopper à se donner finalement à respecter leur cadre de Je travail. pense que les psys peuvent avoir le même problème. Ah bah tout à fait, je pense que c'est propre à toutes les professions liées à la santé, hein, j'imagine, hein. Ce qui est intéressant, c'est que tu parles de présentation de patients. Enfin, il y a plusieurs termes. Certains font un peu bondir parce qu'ils sont un peu à l'ancienne, mais je trouve ça intéressant de pouvoir rencontrer quelqu'un qui a le diabète, qui a une maladie invalidante, qui a une maladie psychiatrique. Ça vient compléter un peu. Ça vous mettait pas mal à l'aise en cours de rencontrer des patients? Comment ça se passait? Parce qu'on a Bah, souvent je pense que l'impression qu'il va y avoir une présentation voyeuriste, l'exhibition d'une personne qui va être regardée face à un espèce de jury d'étudiants. Et il y a souvent cette image-là. À l'université, c'est pas entendable la plupart du temps. Je ne savais pas qu'à Psychoprate, on faisait ça encore un peu. Alors, en tout cas, ça se fait à Lyon. Je ne sais pas si ça se fait Ouais. à Paris, mais je trouve qu'en fait, on allait tous au Vinatier. Donc après, on n'est pas des grosses classes non plus, hein. Surtout que là, c'était en troisième année, donc il y avait déjà eu un petit écrémage. On était peut-être une quarantaine, 40-45. Et il se trouve que la psychiatre nous expliquait comment elle procédait. Elle en parlait aux patients, elle voulait avoir son accord. Et les patients, généralement, étaient dans une démarche où ils avaient envie aussi d'expliquer aux gens parce que, par exemple, avec des pathologies comme la schizophrénie, etc., aussi socialement, on a toujours l'impression, ah, bah, entre guillemets, c'est des fous, on ne sait pas ce qu'ils peuvent nous faire. Alors que finalement, aussi se déconstruire et décristalliser cette image, même pour des étudiants, parce que finalement, quand on en parle que de manière sémiologique, tu sais, on a dû apprendre aussi toute la sémiologie, ce genre de choses. Finalement, quand on voit que la sémio, quand on se fait une représentation, elle est Il n'y a pas très, de, elle est il y a pas de très, ressenti, il n'y a pas tout ça. Ouais. Ouais. voilà, et elle est très loin aussi de la réalité qu'on va pouvoir constater quand on va discuter avec une personne Et c'est quand schizophrène. même important que le psychologue puisse déconstruire ce qu'il voit à la télévision, parce que Tout si à lui ne le fait. fait pas, ça devient Et je pense embêtant. que c'est Je assez pense que ça doit central. pouvoir venir compléter un peu les stages aussi, parce que on n'a pas forcément l'occasion de tout voir en stage aussi. Tout à fait. Et finalement, on était tous dans une démarche où enfin tous, là je parle aussi surtout en mon nom, hein, je ne sais pas comment je traiterai, mais la première fois qu'on voit un patient qui vient se présenter, on peut être un peu, il y a une situation où finalement on peut ne pas être à l'aise parce qu'on se dit, ah, il y a un côté peut-être intrusif, on est quand même beaucoup, etc. Mais finalement, une fois qu'on comprend la démarche, comment le mécanisme s'organise, en fait, on développe plus d'intérêt pour la matière parce que finalement, on commence à plus comprendre aussi comment ça s'organise, comment ça fonctionne. Et c'est toujours hyper intéressant de se dire, ben là, moi, quand j'entends le discours de ce patient, quand je fais l'analyse, on regarde sa tenue vestimentaire, les différents traits. Bon, après, moi, je suis plus trop dans la clinique, mais ça m'intéressait toujours quand même de savoir. Quand on suit un peu le protocole, on va dire, pour faire son diagnostic, on peut voir que parfois, on était complètement à côté de la plaque. Et finalement, c'est pas très grave. On a le droit de se tromper et puis on peut discuter, comprendre pourquoi est-ce que là, finalement, c'était pas ça qu'il fallait voir, mais c'était plus comme ça qu'il fallait l'interpréter, etc. Et je trouvais que cette démarche était super intéressante et je pense qu'elle devrait être un peu plus, entre guillemets, normalisée pour les étudiants parce que finalement, quand on voit pas quand on a l'idée de la chose mais qu'on l'a jamais vécu, finalement, ou vu, c'est un peu compliqué de se dire j'arrive sur le terrain et finalement, Ouais. j'ai jamais pu décortiquer, comprendre, analyser, tout ça. Si tu devais changer des choses dans la formation, qu'est-ce que tu ferais si tu avais un peu les commandes, si on te demandait ton avis? Qu'est-ce que tu modifierais, changerais, retirerais? Alors, pour la formation universitaire aussi, du coup, Ouais. j'imagine, parce que comme je la connais un peu moins, c'est vrai que je pense que Et même à oui, l'EPP, enfin, je veux dire, dans la formation d'un psychologue, qu'est-ce qu'il faudrait pour moi, je améliorer? pense que dans la formation d'un psychologue, il faudrait plus déjà ne plus se dire, ne plus partir d'un référentiel. Je pense que c'est assez central de poser les bases de ce qu'est le psychologue à travers peut-être la première, la deuxième année, de se dire, voilà, on a un socle commun, une base commune, et après, en fonction de comment les référentiels vous parlent, comment
comment est-ce que telle théorie, vous ressentez plus quelque chose, enfin, vous fait plus d'effet, vous la voyez, vous la conceptualisez plus, elle est plus parlante pour vous. Peut-être aller aussi un peu plus se spécialiser ou pas, finalement, suivant son degré de lien avec telle ou telle théorie. Je pense que c'est assez avoir cette base. Aussi, je pense que tout le côté, je pense que il faudrait plus mettre en place un côté de spécialisation, là où tu vois, on dit psychologue clinique, psychologue du travail, etc. Alors que finalement, moi, j'imagine, je pense finalement, en disant comme ça va pas faire beaucoup de sens, mais si c'est un peu normalisé, ce serait un psychologue spécialisé dans les troubles psychopathologiques ou choses comme ça, spéciologue de psychologie dans la clinique du travail, psychologue spécialisé, ce genre de choses. Je pense qu'aussi, c'est assez essentiel d'inviter avec les cours, etc., d'avoir une réflexion toujours sur sa pratique ou sur son référentiel pour pouvoir le questionner, le mettre en, donc peut-être que la philosophie peut aider un peu de ce point de vue-là, j'imagine, de pouvoir remettre en cause aussi son référentiel, sa théorie, sans forcément ne plus y adhérer. Je pense que la remise en cause, elle est intéressante pour plus, du coup, avec un individu, être dans la projection aussi. Et tu vois, c'est une question, bah, là, je vais poursuivre la réflexion, mais finalement, c'est une question aussi que je pose souvent à des profs et que les profs ont du mal où il y a une difficulté dans la réponse. Ah bah alors, pose-nous la question. Je vais te la poser et peut-être certains vont pouvoir y répondre en commentaire ou autre. Finalement, est-ce qu'en tant que psychologue, notre action, elle va être du coup pour… on sait qu'un patient, il a son système de croyance, il a son expérience, son histoire, son lien social, comment il existe et sa culture. Est-ce que du coup, notre action, ça va être de déconstruire décristalliser, on va dire, tout son système de représentation et venir, entre guillemets, en plaquer un qu'on pense plus aidant pour lui, ou ça va être d'intégrer son système de représentation pour l'aider à lui-même le changer, ou ça va être soit en gros de lui inculquer de nouvelles croyances, soit de lui déconstruire des croyances, soit je pense, enfin, je ne sais pas si tu vois un peu comment je Moi, procède. je l'entends en tant que clinicien et je trouve que c'est des questions qu'on aborde peu, mais qui sont à comprendre, qui sont indirectement à saisir dans le discours de certains praticiens ou dans certains bouquins. Ça va dépendre de l'idéologie qu'on a. Mais c'est vrai qu'on se demande souvent si finalement on va faire une TCC parce que ça ressemblerait à ce dont aura besoin le patient, ou alors on va faire une TCC parce que ça pourrait permettre de remettre en question ses croyances et en proposer d'autres, ou alors on va utiliser certaines croyances, on va les recadrer et les voir autrement. Il y a un jeu d'influence perpétuelle. Moi, je pense que chaque thérapie, la majorité du temps, contient une idéologie, une vision du monde et va venir à un moment donné influencer la personne en face de nous. Mais ça ne veut pas dire que c'est une réalité. Ça va être aussi la question de la sensibilité du patient à pouvoir adhérer à ça. Mais oui, là, pour moi, on parle un peu plus concrètement et un peu plus en dessous des théories de ce qu'est censé faire un thérapeute. Euh, et chaque thérapie, chaque modèle théorique a indirectement répondu à ça. C'est en filigrane, c'est pas dit de manière claire. C'est pas Je pense explicite. que ça renvoie à la question de la rencontre clinique et puis et de quoi a besoin le patient aussi en face, parce que certains vont avoir besoin de tout remettre en question. Ça va dépendre un petit peu du mode défensif du clinicien, mais également du patient. Mais je crois qu'il y a il y a une volonté parfois un peu colonialiste, pas forcément du modèle théorique, ça peut être également du thérapeute, de venir faire table rase et de vouloir euh, penser son monde à travers notre modèle et puis réussir à lui transmettre quelque chose. Et parfois, ça ne fonctionne pas d'une certaine manière. Oui. Voilà. Tu vois, par exemple, quand on voit tout ce qui s'est passé avec l'ethnopsychiatrie, où finalement, l'idée, c'était bah, ils ont leur culture. Là-bas, quand on leur parle d'inconscient ou ce genre de choses, bah, ça ne veut rien dire pour eux. Finalement, il faut leur parler d'un djinn ou il faut leur parler de tout un univers complètement différent. Mhm. Est-ce que finalement, Je pense qu'il faut avoir une approche ethnopsie avec tous les gens qu'on rencontre parce que on peut finalement être de culture maghrébine et ne pas adhérer au djinn. Et puis, on oui, peut tout y à fait. adhérer d'une certaine manière aussi. De la même manière, il y a différentes façons d'être parisien ou lyonnais.
Et je crois qu'il y a quelque chose à redéfinir à chaque fois. C'est comment est le monde du patient. C'est pour ça que ce que va proposer Ericsson est intéressant aussi. Oui, bah, C'est c'est de pour se ça. dire, on va déjà essayer de découvrir comment ça fonctionne chez l'autre. Mais après, ça va au-delà d'Ericsson. Mais c'est-à-dire que si on a une volonté de vouloir retrouver, entre guillemets, l'inconscient chez tous les gens qu'on rencontre sur cette planète au sens freudien, là, on est, pour moi, pour ma part, on n'est plus dans une question clinique individuelle. On n'est plus dans la question d'une rencontre. On est plutôt centré sur est-ce que mon modèle, je peux le retrouver dans toutes les têtes que Voilà, je c'est ça. croise. Donc, c'est Et plus je les pense que mêmes questions. On est à différents niveaux, là. Et je tout à pense que fait. parfois, on s'engueule parce on n'est pas au même niveau, en fait. On peut Ouais, vouloir bah, je pense chercher que l'inconscient à travers le monde, mais après, quand on est en relation, on peut ne pas se poser cette question de cette manière-là, en fait. tout à fait. Parce qu'on peut faire de la psychanalyse dans des contrées où apparemment on lit pas Freud et c'est pas forcément un problème. Donc là, la question, c'est comment un être humain avec ses idées va réussir à entrer en relation avec une autre personne qui n'a pas la même culture que lui, quoi. Donc c'est en ça où pour moi, il faudrait faire de l'ethnopsie ou de l'interculturel, ou on appelle ça comme on veut, avec toutes les personnes qu'on rencontre. Oui. Moi, je l'entends à ma manière en tant que clinicien. Tout à fait. Après, nous, on a eu des cours aussi un peu d'ethnopsie. Du coup, c'est pour ça qu'on a un peu ces réflexions. Et je pense que c'est intéressant, tu vois, les questions qu'on se pose là, c'est intéressant de faire en sorte que les étudiants puissent se les poser C'est aussi. compliqué parce que faut avoir une pratique quand même au départ. Et puis surtout, il faut prêter attention à ce qu'on veut faire dire à un modèle théorique selon moi. C'est-à-dire que la TCC au Canada, c'est pas la TCC en France. On n'utilise pas de la même manière. On a les mêmes textes, mais déjà, on n'utilise pas le même champ lexical. On va dire qu'on déconditionne en France, alors que sur un plan behavioriste, ça n'a aucun sens. On ne peut pas déconditionner quelqu'un. Au Québec, au Canada, on va pas du tout avoir la même vision qu'en France. Ça veut dire qu'il y en a une qui est bonne ou mauvaise, mais ça veut dire que à chaque fois, à chaque pratique, on va remettre en acte quelque chose. Et donc, c'est pas la peine de se battre contre un modèle théorique pour moi. C'est comment on va appliquer quelque chose. Oui, voilà, tout Comment à on peut fait. se cacher parfois derrière en disant oui, mais c'est la théorie qui veut ça. Voilà, il y a différentes façons de tenir un marteau, en fait, d'une certaine manière. Et, Tout à euh, fait. et il n'est pas forcément dangereux en soi, en plus. Et parfois, il est vachement adapté, mais si j'ai besoin d'un tournevis, le marteau servira peut-être à rien. Ça dépend. Si je me dis que le marteau sert à tout, là, on n'est plus dans la même démarche, hein, déjà. Tout à fait. Bah, je pense que c'est vrai. Après, c'est vrai que je pense qu'il y a toute une réflexion. Et du coup, dans le côté, dans ce qui pourrait être envisagé, peut-être déjà pour la pratique de la psychologie à l'université, c'est moi, enfin, j'imagine que aussi c'est le fait de pouvoir aussi découvrir différents champs avec. Mais là, c'est ce qui va être le plus compliqué, c'est entre guillemets avec des thérapeutes ou des praticiens qui soient assez objectifs dans leur façon de présenter les choses, ce qui est très compliqué, hein, j'imagine. Je pense Mais qu'il faut pouvoir présenter des situations. Pour moi, c'est comme ça que les choses oui, se passent. Quand on est en clinique, le problème, c'est qu'on reste beaucoup sur des abstractions, sur du blabla. Pour moi, il est intéressant de présenter une situation. Alors, parfois, on se dit, dans une démarche plutôt intégrative, on se dit, on va présenter une situation et on va la déconstruire selon différents modèles. Moi, j'y crois pas, en fait, à ça, parce que pour moi, on voit pas la réalité de la même manière en fonction du modèle qu'on a. On va tout pas à fait. s'arrêter sur les mêmes choses. Donc, il n'y a pas de description objective. Mais peut-être, euh, en participant à des entretiens ou en regardant des vidéos, on peut se mettre à plusieurs groupes à définir ce qu'on a vu, à reconceptualiser ça, et puis après à rapprocher les différentes idées. Voilà. Ouais, je pense que ça peut être une façon de faire. Après, du coup, dans toute cette réflexion-là, j'imagine, bah, nous, par exemple, on a eu des cours où ouais, on avait, ça s'appelait je crois que ça s'appelait psychologie intégrative, où finalement, c'était à chaque fois un intervenant de chaque modèle venait présenter une situation et expliquer comment est-ce qu'il conceptualisait, On comment n'aura est-ce pas qu'il... forcément vu la même chose. Et ce qui est Voilà. intéressant aussi, c'est que la façon dont je vais voir la réalité va permettre peut-être de faire sens chez la personne en face. Mais en même temps, si quelqu'un d'autre avait rencontré cette personne, on aurait pris un autre chemin aussi. On aurait Ouais, bah, pris carrément, un chemin ouais, qui serait carrément. pas forcément mauvais aussi, quoi. Tout à fait. J'ai une dernière question à te poser. J'aurais voulu savoir quels sont les meilleurs conseils qu'on t'ait donnés durant ton parcours. Quels sont les conseils qui t'ont le plus marqué, que tu as le plus mis en application, qui t'ont le plus parlé? Alors, ce que j'ai peut-être le plus mis en application, c'est sur la création de son réseau. Je pense qu'il faut aller à la rencontre de personnes. Comme tu vois, je t'ai contacté directement parce que j'aimais bien, je trouvais intéressante ta démarche. De ne pas hésiter aussi dans sa recherche de stage
aller voir directement les personnes avec qui on veut être en stage, en fait, de Même pas si se dire le non, il ne va pas me psychiatre ne répondre. répond pas. Même si le psychiatre ne répond pas, on peut lui envoyer un mail quand même. Mais Oui, au moins, on sait qu'il n'a pas répondu. Voilà. exactement. Mais je pense que c'est d'aller à la rencontre un des conseils enfin, pas tous les profs nous ont donné ce conseil-là, mais c'est de remettre en question vraiment ce qu'on apprend et d'essayer comme l'école a une démarche assez intégrative, nous, c'est la question aussi d'aller voir à droite, à gauche ce qui se fait, ce qui existe, sans forcément remettre en cause nos croyances profondes. Hein. Je pense que c'est pas le but de cette démarche-là. Moi, je le vois plus comme vraiment Je dirais comment plutôt est-ce que c'est éclectique chez vous, il me semble. Enfin, éclectique dans le sens où on n'essaye pas d'unifier ou de se demander comment ça peut fonctionner ensemble, mais en tout cas, on a un panel assez large de plusieurs choses. Mais ça m'intéresse évidemment ce que tu dis, parce que je me rends compte que même avec 10 ou 15 ou 20 ans d'expérience, les professionnels peuvent avoir encore parfois du mal à appliquer ce conseil que tes professeurs te transmettent. Alors, tous ne l'ont pas transmis. Hein. Il y a aussi beaucoup de profs qui sont dans un référentiel et qui vont cracher sur l'autre référentiel, ce qui, je trouve, est très dommageable en fait pour la pratique en elle-même parce que S'il crache pas, j'ai envie de dire, c'est pas forcément un problème d'avoir un seul référentiel. Je pense pas qu'il faille forcément tout oui, mais mélanger, moi, souvent, se prendre la tête, mais ça veut dire qu'il faut avoir conscience des limites. Et donc, tu as aussi eu, comme souvent on a durant les années d'enseignement, des profs qui venaient régler leur compte par rapport à d'autres modèles qui sont pas les leurs, quoi. oui, tout à fait. Ça, c'est assez régulier. Hein. Je pense que c'est assez inhérent aussi. J'imagine que certains profs ont besoin de se rassurer aussi dans leur modèle pour être sûr que finalement ils marchent bien, qu'ils sont Merci de les dans aider, leur puissance. merci de rassurer tes profs. Alors, c'est indirectement. C'est- Alors que finalement, ils nous présentent quelque chose. C'est très intéressant. Ils ont tous une façon de le présenter qui est propre à eux parce que si je pense qu'il y a une fois, il y a chaque personne a sa façon de comprendre la situation, de conceptualiser la réalité, les patients, etc. Et j'imagine que finalement, pourquoi est-ce que vouloir aller dire oui, quand on est TCC, quand on fait de la TCC, la psychanalyse, c'est pourri, alors que finalement, il y a des choses très intéressantes en psychanalyse et que c'est une matière à penser qui est aussi tout à fait intéressante, alors que la TCC aussi peut être très intéressante. Enfin, je sais que moi, ce que j'ai aimé dans mon cursus, c'est vraiment le fait de pouvoir me dire, je ne choisis pas un référentiel, même si je me dis au bout d'un moment, il va falloir quand même choisir, entre guillemets, mais j'aime ce côté où je peux m'imprégner de différentes cultures Ce qui est thérapeutiques. intéressant quand on te fait ce genre de critique, c'est que la majorité du temps, les gens qui critiquent l'autre courant, soit n'y connaissent rien, soit te font croire qu'ils y connaissent quelque chose. Mais Oui, moi, je pars du principe que quand on a vraiment lu, on s'est vraiment renseigné, on a vraiment été formé à quelque chose, on ne peut plus avoir la même démarche en fait. Donc, cracher sur la psychanalyse alors qu'on ne l'a pas bien comprise, qu'on l'a comprise comme on avait envie, ou alors oui, critiquer la TCC parce que on prend part à des engueulades, des débats, mais qu'on n'a pas approfondi la question, pour moi, c'est pas intéressant en fait. et tu vois, du Et, coup, et ça quand les gens soulève sont critiques et se mettent vraiment à lire et à se former, bah, ils peuvent plus l'être. Ça ne veut pas dire qu'ils vont adopter l'autre modèle absolument, mais ça va devenir plus fin en fait, ça va devenir plus pertinent et d'une certaine manière, après, on peut laisser les gens cohabiter. Ça ne veut pas dire non plus qu'on va bosser avec eux, ça veut pas dire que ce sera notre sensibilité, mais on ne sera plus dans des critiques sans fondement qui sont pas très intelligentes, quoi. Mais du coup, ça Et soulève un paradoxe de ces différents modèles, c'est que finalement, dans le milieu de la psychologie, on apprend quand même à être en relation, à être en lien, à faire lien, psychologues à ne sont pas toujours discuter. très psychologues entre eux, c'est clair. Et ne pas, je trouve, c'est assez dommageable finalement pour la pratique qui n'arrive pas à avoir ce lien entre eux Et finalement. ce qui est intéressant, moi je l'observais à l'université, c'est que parfois on est face à un comportementaliste qui ne connaît pas du tout la psychanalyse, ou un psychanalyste qui ne connaît pas la TCC, ou un psychanalyste qui ne connaît pas du tout l'hypnose. La difficulté, c'est que quand on monte en études, on lit, parfois on fait des stages, parfois même on se forme, et on a des connaissances 10 fois plus poussées sur ce domaine qui est critiqué par notre prof en face. Et ça donne un truc un peu bizarre, c'est-à-dire que la personne à 50 balais, elle est très agressive sur quelque chose. En tant qu'étudiant, on essaie de discuter avec elle, on se rend compte qu'elle n'a aucune connaissance là-dedans. Elle est évidemment bien meilleure que nous sur son domaine, mais elle critique un domaine qu'elle connaît moins que l'étudiant. Donc ça donne des confusions un peu compliquées. Et je sais qu'à partir du master, à chaque fois je l'ai observé,
ça devient très complexe parce qu'on se rend compte que bah, les gens qui ont l'âge de nos parents ou voire nos grands-parents semblent très à l'aise au départ, mais à critiquer quelque chose qu'ils connaissent beaucoup moins que nous. Donc ça donne quelque chose de compliqué puisqu'il y a une forme d'autorité forcément de Ouais, tout à l'enseignant fait. qui saurait mieux que l'étudiant. Donc ça, je pense que parfois tu dois Il me être semble que amené à voir ça. c'est au Voilà. Canada où ils ont des séances de supervision où tu as le psychanalyste qui va venir dans un groupe de TCC pour expliquer comment lui voit les choses, ce genre de choses. Il me semble qu'il y a des choses de cet ordre-là. Oui, mais on n'est pas dans la même culture, on n'est pas dans le Oui, même. c'est toujours le souci de finalement, on n'est pas dans une même façon de penser les choses. Après, je pense que c'est aussi assez français de ne pas vouloir trop regarder ce qui se fait ailleurs et de se dire, ah, ça pourrait marcher, ça pourrait Ouais. être intéressant. C'est un Je peu crois que dommage, je je crois trouve. que c'est Hawking qui disait il disait quelque chose comme le problème, c'est pas de l'ignorance, le premier problème, c'est de croire qu'on a la connaissance. Donc, tout à fait. Et je pense que ça résume pas mal cette question qu'on peut retrouver parfois. Donc je trouve que quand les gens connaissent pas, c'est pas intéressant. J'ai tendance à me dire, on va pas discuter sur les représentations ou les projections, comme tu dirais, du psy qui critique quelque chose qui en fait il ne connaît pas, quoi. C'est pas qu'on puisse discuter sur ses angoisses, ses craintes par rapport à ce modèle-là ou sur ce qu'il pense en avoir compris, pourquoi pas. Mais si ce qu'il dit pense être la vérité, alors que ça ne l'est pas du tout, on discute sur du mou, ça sert à rien, quoi. Oui, tout à fait. Mais après, tu vois, avec toute la… Finalement, moi, la philosophie, on avait un cours de philosophie de la vérité. Quand Ouais, on étudie un peu ce concept-là, on se rend compte que finalement, bah entre ça. guillemets, il y a que des histoires et des façons de penser le monde avec tout nos effets sensoriels, notre culture, notre héritage. Et que finalement, en fait, il y a pas vraiment de vérité en soi. Il y a la vérité qu'on veut se dire. Et j'aimais Exactement. bien la vision constructiviste qui disait c'était Marcus Gabriel qui disait tout existe sauf le monde, c'est-à-dire que le monde n'existe pas. Et finalement, le monde n'existe que dans le regard de l'observateur, de celui qui veut le conceptualiser et le construire. Et je sais que moi j'aime bien cette image-là parce que ça, en fait, ça fait, quand on est un peu dans une vision, on va dire, assez constructiviste, de ce point de vue-là, on se dit finalement, on peut modéliser avec des théories à droite, enfin avec avec telle théorie, et se dire que finalement, il n'y a Hmm. pas, y a pas besoin de se rassurer dans une théorie et tu vois, pour reprendre un terme un peu psychanalytique, de dire que ça va être une assise narcissique qui va nous aider à être meilleur et plus performant, alors que finalement, pas Hmm. besoin de finalement. Mais je pense qu'il y a un côté du coup, je pense, où du coup finalement dans le cursus des psychologues, je pense que ce qui manque aussi, c'est chez les psys tout un côté sur une réflexion sur eux-mêmes. C'est-à-dire, euh, pas forcément en faisant une analyse ou ce genre de choses, mais je pense qu'il ne serait pas impossible de créer des modules pédagogiques à travers je sais pas, des arts martiaux, à travers de la méditation, ce genre de choses, où on invite les gens à avoir une réflexion sur comment eux se représentent la réalité, comment eux se représentent le monde, et finalement, comment est-ce qu'ils, quand ils seront en relation avec quelqu'un qui est aussi une personne qui est comme elle est biologiquement, qui a son expérience, qui a son vécu, ses rencontres, qui a sa culture, comment est-ce qu'on peut faire avec elle pour, entre guillemets, ne pas, enfin, être aidant et ne pas être justement dans une dynamique où on veut absolument que ce qu'on pense du monde, ça s'applique à elle. Tu vois, je pense que toutes les théories qui se veulent universalistes et universelles, je pense que c'est une recherche qui n'a pas d'intérêt finalement. Pourquoi est-ce que vouloir être universel alors que chaque humain est singulier et chaque singularité est intéressante à comprendre, observer, analyser, conceptualiser, tout ce qu'on veut finalement. Non. Et tu vois, bah, pour tous les débats, je sais qu'on parlait sur qu'on a pu avoir là, toutes ces réflexions, je pense que c'est aussi dans ce… donc, je pense qu'il y a tout ce côté dans le cursus, il faut aider ce genre de choses. J'imagine aussi dans le côté un peu plus en avance dans l'éducation nationale, aider les enfants à comprendre ce genre de choses, parce que finalement, quand on est au lycée, quand on est au collège, ou en plus on est dans un système où on est en train de construire un peu nos croyances, nos valeurs, etc., Hmm. euh, pour inviter les enfants Moi, j'aurais aimé enfin, qu'on m'invite à avoir ce type de réflexion. Après, je parle qu'en mon nom, hein, mais j'imagine que quand en plus on nous dit ça, c'est la vérité, ça, c'est bien, finalement, alors qu'on est en pleine construction nous aussi, on peut vite tomber dans un côté où on va prendre pour argent comptant tout ce qui nous dit dans un référentiel parce que finalement, ça nous parle, ça fait sens pour nous et on a pu conceptualiser différentes phases de sa vie grâce à ça, comprendre certaines choses. Alors que finalement, quand on observe assez factuellement les choses,
on peut se rendre compte que les mots pour expliquer quelque chose vont être différents, mais dans les faits, il s'est passé à peu près la même chose. Tu vois. Je pense là tu vois, tout ce qu'on appelle le deep, enfin, tout ce que pour les psychanalystes appellent le deep, et du côté comportementaliste, si on parle plus des besoins et du fait de nourrir les besoins d'un enfant à dans son stade de développement, je me dis finalement, on peut, si on a une gymnastique mentale assez, où on n'est pas dans quelque chose de trop rigide, on peut comprendre que le phénomène s'articule à peu près de la même façon, mais on n'a pas les mêmes mots pour le dire, et finalement, il s'est passé peut-être factuellement la même chose, mais on l'a conceptualisé différemment, quoi. Bon, très bien. En tout cas, on terminera sur ça. Et le monde n'existe pas. Voilà, je pense que c'est Exactement. pas mal. Je vais me faire Je te, taper dessus après. je te remercie en tout cas pour ton intervention. Ah, Et puis, merci à toi. bah, je te souhaite de terminer proprement tes études pour juin 2021. Ah, Voilà. bah, avec plaisir, hein. Je serai en stage normalement à ce moment-là. Espérons. Bon, je te remercie pour tout. Je te souhaite une bonne journée. Bah, également, tout à fait. Au revoir.